La situation aujourd'hui nous dépasse, nous professeurs du lycée Malick Sy, parce que des preuves ont été rassemblées dans presque tous les établissements de Thiès, que ce soit au lycée Malick Sy, que ce soit au lycée Fayou, que ce soit au lycée Lance, Amary Ndack Seck, dans les CM, des preuves avérées, de fuites lors des évaluations, c'est-à-dire lors des compositions du premier semestre et du second semestre. À 2 reprises, nous avons rencontré l'IA pour trouver une solution à ce problème-là. Mais malheureusement, nous avons l'impression qu'ils essaient d'étouffer les choses ici au niveau local. C'est la raison pour laquelle nous tenons aujourd'hui à informer le ministre de l'Éducation nationale, à informer également son Excellence le Président de la République, pour dire qu'alors il y a des problèmes sur lesquels il faut s'arrêter et les régler immédiatement. Parce qu'il y va de la qualité même de notre action, il y va de la qualité même de l'éducation. À l'heure où l'on parle de paquet, de la qualité dans l'enseignement, on ne peut pas tolérer que des épreuves se retrouvent dans la rue. Et que les autorités académiques font comme si de rien n'était. À chaque fois, nous avons interpellé et nous dit que des responsabilités seront situées. Et aujourd'hui, nous pouvons faire la comparaison avec ce qui s'est passé à Dakar. Au lycée Blaise Diagne et au lycée de la Fosse, nous avons noté qu'en une semaine, des fuites, n'est-ce pas, ont été notées, des enquêtes menées, des responsabilités situées, des gens arrêtés. Mais à Thiès, ça fait 7 ans, je vous dis bien 7 ans, que nous sommes confrontés à ce problème. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Mais le seul hic que nous avons constaté que les déplacements n'ont pas été payés. L'avance du bac, il y a le bac, ce qu'on appelle le baccalauréat, son organisation. Il y a ce qu'on appelle le paiement de l'avance du baccalauréat. Chaque année, on le faisait. Mais cette fois-ci, c'est pour la première année, on n'a pas payé les avances du bac. Et les collègues sont obligés de partir maintenant très loin. D'autres vont à Ziguinchor, d'autres vont à Kédougou. Et ceci va impacter négativement sur le bon déroulement des épreuves. C'est sûr et certain que toutes les conditions ne sont pas réunies pour le démarrage effectif du baccalauréat technique. Parce que ça, c'est un acquis. Et un acquis, on ne le perd pas. Et les soutenances aussi, comme payées, n'ont pas été payées. Les professeurs d'EPS aussi sont partis examiner leurs candidats sans leur avance du baccalauréat. Et ça, c'est un précédent dangereux. Et nous, les syndicats, on ne peut pas du tout cautionner cela. Et là, c'est inquiétant. Il faut qu'on alerte, il faut qu'on tire sur la sonnette d'alarme pour que pareilles situations ne se reproduisent plus. C'est inquiétant. C'est un recul. Ça, c'est jamais passé. Ça, il faut qu'on attire l'attention pour dire aux gens que tout ne se passe pas normalement, comme on le dit. C'est le ministère de l'enseignement technique, c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui n'a pas viré à temps ces avances. Il paraît que ces avances sont tombées le vendredi. Donc, vous savez, c'est le vendredi et le bac. C'est pour un an qu'on prépare cela. C'est pour un an, donc on doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ça se passe normalement. Par contre, le nombre de candidats qui est relativement faible, il y a eu une baisse par rapport à l'année dernière. Cette année, nous sommes à, je pense qu'il y a 18 candidats de différence, nous sommes à 192, alors que l'année dernière, nous étions à 200 candidats. Donc cela montre qu'il faut continuer la sensibilisation sur les formations techniques. Il y a un problème, mais l'administration sénégalaise, l'État en général, est en train de faire un travail de sensibilisation, un effort réel pour promouvoir les séries techniques et les séries scientifiques. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les séries littéraires, mais on ne peut pas se développer sans la science et la technique. C'est pour cela que nous encourageons vivement les parents à inscrire leurs enfants dans les séries techniques. Toutes les dispositions ont été prises pour la bonne tenue de ces examens. Donc on a pu faire le tour, on a pu voir ce qui a été fait et ce qui peut aider dans la bonne organisation. Les épreuves étaient là à temps, les examinateurs aussi sont venus, le président du jury, nous l'avons rencontré. En tout cas, toutes les personnes impliquées dans le processus, toutes ces personnes-là sont présentes et sont prêtes à faire correctement leur travail. Les surveillants, on en a vu, il y en a pratiquement 2 dans chaque salle. Et aussi, les téléphones portables ont été interdits. Je pense que toutes les dispositions utiles ont été prises et cela va être respecté dans les moindres détails. Oui, je pense que c'est un message d'encouragement. Je leur souhaite bonne chance parce qu'ils ont... Nous devons aller à Rufisque d'abord pour visiter le lycée Abdoulaye Sadji avant d'aller à Diourbel. Il y a des candidats également là-bas. Et voilà, donc en tout cas, nous allons vers ces étapes-là, mais une surveillance très proche
et rapprocher donc et apporter à l'organisation de ce bac sur tout le territoire national. Nous sommes en contact avec tous les centres, d'autant plus que c'est une partie de l'éducation nationale sur laquelle le président de la République porte une attention particulière. Le président de la République, vous l'avez bien su dans l'axe 2 de l'agenda national de transformation, porte tout son espoir sur la formation professionnelle. Voilà pourquoi nous nous battons pour effectivement que cette formation professionnelle-là soit mieux vue par les élèves du Sénégal, par les parents d'élèves d'abord, ensuite par les élèves, puisque nous voulons que cette formation professionnelle-là devienne le premier choix des élèves dès le collège. Et nous sommes en train de faire en sorte que justement les choses s'inversent et je crois bien que nous allons y parvenir compte tenu de ce que nous avons déployé. Tant qu'il n'y a pas de document qui confirme que l'usine doit être délogée de cette localité, nous continuons à combattre. On ne demande même pas la fermeture, mais nous demandons la délocalisation. Parce que l'usine est implantée dans un site de lotissement. Depuis plus de 1124 parcelles à usage d'habitation. Et il y a même des personnes qui avaient construit leur maison là-bas et qui ne peuvent pas habiter avec l'usine. Depuis que l'usine a fermé, presque il y a beaucoup de riverains qui viennent maintenant s'installer là-bas. Donc nous dénonçons l'existence de cette usine. Et nous demandons que cette usine soit délocalisée parce qu'elle ne doit pas être là-bas. Parce que, bon, en tout cas, nous félicitons l'État du Sénégal parce que nous avions vu que l'actuel ministre de la Pêche, toujours il nous parle de la durabilité de la ressource. On ne peut pas parler de durabilité de ressources et implanter des usines de farine de poisson. On ne peut pas protéger les ressources en implantant des usines de farine de poisson parce que ces usines de farine de poisson ciblent les espèces pélagiques. On ne peut pas parler de la durabilité de la ressource tant que ces usines sont là. Parce que ça augmente la pression sur la ressource, mais ça motive les pêcheurs même à capturer les juvéniles, les petits poissons. Parce que puisque l'usine prend tout, le pêcheur, s'il veut rentrer bredouille, il préfère pêcher les juvéniles et le vendre à l'usine. Donc nous demandons la fermeture de ces usines pour une simple et bonne raison de conserver la halieutique. Avec cette pose de la première pierre, avec l'implantation de l'entreprise, et on a dit que la durée des travaux c'est 3 mois. Donc on va y veiller. Les services techniques qui nous accompagnent sont là, la RD est là, les services au niveau de la mer également sont là, l'entrepreneur est là. Donc on a signé cette convention. Donc ça a été lancé légalement dans la plus grande transparence, gagné par l'entrepreneur Mas Johane. C'est aujourd'hui même qu'il va démarrer. Ce que nous voulons, c'est d'inviter les populations et surtout les commerçants qui sont déjà en activité sur ce marché de collaborer. Dans le cahier de charge, il y a un volet sécuritaire. Il y aura même un poste de surveillance qui sera installé ici, avec des gardiens. Avant ça, on avait même anticipé sur la sécurité en installant quelques poteaux électriques. Et Dieu merci, jusqu'à présent, on ne nous a pas signalé de dégâts. Et on compte également renforcer ça avec les lampadaires solaires. En tout cas, on aura un marché vraiment qui répondra aux normes. Qui va respecter les aspects environnementaux, les aspects sécuritaires, etc. Votre mobilisation témoigne de l'importance que vous accordez tous à ce devoir de mémoire et à cette quête incessante de vérité et de justice. Mesdames, Messieurs, nos pensées les plus émues vont en ce jour aux familles des 1953 victimes et aux 64 rescapés du naufrage du navire Le Joola, survenu le 26 septembre 2002. Leur deuil est le nôtre, leur combat est notre cause. 23 ans plus tard, de nombreuses problématiques subsistent. Oui, le renflouement de l'épave, la prise en charge psychosociale des rescapés, des orphelins et des familles de victimes, la quête inlassable de justice et de vérité, l'insertion socio-professionnelle des orphelins et la complétude de leur prise en charge.
la création d'une fondation dédiée aux Diola et aux familles de victimes, l'instauration d'une journée fériée le 26 septembre en hommage aux victimes. Face à ce contexte persistant, mesdames, messieurs, de souffrance et de questionnement, malgré l'ampleur sans précédent de cette tragédie, nous observons avec regret une méconnaissance du drame du Diola parmi la jeunesse et un vide mémoriel, criant nos établissements d'enseignement tragiques. De chez nous, l'administration Trump envisage d'ajouter 25 autres pays africains à la liste des pays interdits d'entrer sur le territoire américain. Parmi ces pays figurent notamment la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, la Gambie ou encore le Niger et le Sénégal. Quelques 25 pays africains sur une liste de 36 potentiels pays sont concernés par cette décision. Le gouvernement américain déclare que certains pays ne seraient pas en mesure de fournir des documents d'identité fiables ou posséderaient trop de fraude dans leurs administrations. Et puis au Moyen-Orient, les ministres des Affaires étrangères de 21 pays arabes et islamiques ont publié lundi une déclaration commune qui condamne l'agression militaire israélienne en cours contre l'Iran. L'agression de l'État hébreu provoque une escalade des tensions au Moyen-Orient, lit-on dans le document. Le texte indique que les frappes israéliennes sur l'Iran violent les principes de la Charte des Nations Unies. Le conflit entre Israël et l'Iran est entré dans son 5e jour, faisant de nombreuses victimes de part et d'autre. Guerre entre Israël et l'Iran, les prix du pétrole ont fortement augmenté, une hausse alimentée par la crainte que l'attaque israélienne contre des cibles militaires et nucléaires en Iran ne s'intensifie. Le prix du Brent, le standard international, a bondi de 6,6%, atteignant $73 le baril. Le pétrole américain a aussi augmenté de 6,4%, se fixant à $72 le baril. L'Iran est un acteur clé dans le marché mondial du pétrole, bien que ses exportations soient limitées par les sanctions occidentales. Une guerre plus large pourrait réduire encore ses ventes. Cela entraînerait une baisse de l'offre mondiale de pétrole qui ferait augmenter le prix du brut et de l'essence, impactant l'économie mondiale et la vie quotidienne.